ça sera là-dedans. C'est bien clair? Vous perdez déjà du temps. Quand moi je parle, on se tait et on écoute. Tu crois quand je te donne ça, c'est une gueuse? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vivre avec, en permanence. 3 sucés de moraline. Puis une feuille de motif. Donc c'est 3 fois par jour de la moraline, je vais te donner ça. Ne montrez jamais la faille à personne. Le fait de montrer une seule faille à quelqu'un, la personne s'engouffrera dedans. J'en ai froissé dans ma vie. Mais alors, un nombre inconsidérable. Regardez-moi quand je vous parle. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Je ne suis pas là pour plaisanter. Bonjour Marius. Oui, bonjour Ika. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview pour le CAP. J'aimerais pour commencer que vous vous présentiez à nos abonnés si vous voulez. D'accord, donc je vais faire une présentation succincte. Je suis Marius, je suis un ancien marin d'État. J'ai servi 22 ans dans la Marine nationale. Donc j'ai été dans les unités non conventionnelles, ce qu'on appelle donc rattacher les commandos marines aux forces spéciales. J'ai fait pratiquement la grosse partie de ma carrière, une moto qui passe, on va l'entendre, c'est bien. Donc j'ai fait une grosse partie de... On va la laisser passer. Je savais qu'il allait accélérer. Je savais qu'il allait accélérer. Donc j'ai fait une grosse partie au commando de Montfort, c'est le seul commando d'ailleurs que j'ai fait. Une autre partie comme instructeur au stage commando. Ma manière de fonctionner est simple. Une limite gauche, une limite droite. Ceux qui sortent de ce axe, je les remets dans l'axe à ma manière. 2006, je quitte la marine, une opportunité, j'ai 40 ans à cette époque-là. Je quitte l'institution pour rentrer dans la sûreté portuaire. Sûreté portuaire. Entre-temps, pendant ma carrière encore d'actif de marine, j'avais fait un reportage qui s'appelle l'école des bérets verts, un reportage qui avait été imposé par le ministère de la Défense par une société de production qui s'appelle Memento de Paris. Donc à l'époque, j'avais fait un peu l'amalgame entre journaliste et reporter. Donc vraiment, je les avais un peu pris de haut et de froid pour Stéphane Ribojade et Thierry Marot, que je nomme, puisque ce sont des super gars et puis excellents et on est amis. Et ce reportage École des bérets verts sorti, il a fait un grand succès, c'était envoyé spécial à l'époque, grand succès envoyé spécial, et je quittais l'institution en 2006, ça tombe bien. Et quand ils sont venus faire ce reportage, je raconte ça, c'est anecdotique dans mon livre que j'ai sorti en 2013, Parcours Commando. Je raconte cette anecdote parce que ils sont arrivés pour faire ce reportage, ils avaient un projet de film dans leur package, et ils m'ont dit si un jour on réalise ce film, est-ce que tu viendras avec nous comme conseiller tactique et technique? Donc j'avais dit un oui en sachant que c'était totalement utopique et que ça allait pas se faire. Et puis quand j'ai quitté, ils sont revenus vers moi en 2011, je crois, c'est ça, 2011 de mémoire, avec le scénario bouclé, avec le financement validé. Et il m'a dit, j'ai évolué un peu dans ta posture de conseiller tactique et technique, je voudrais que tu joues ton propre rôle dans le film. Bon, j'ai trouvé ça comme un challenge et puis je suis parti faire ça. Et j'ai tourné donc dans Force Spéciale de Stéphane Ribojade. Voilà, un film à l'international, bien sympathique, une belle expérience de 3 mois où on a bien voyagé avec 80 personnes, des techniciens que j'apprécie, les techniciens du cinéma et de la télévision, parce que ce sont toujours des gens qui arrivent les premiers, qui partent les derniers, et qui ont une espèce de... On retrouve une similitude avec les forces spéciales, parce que c'est un copier-coller, il faut se débrouiller avec les moyens du bord, et ce qui compte c'est l'objectif, et aller jusqu'au bout de l'objectif. De là, je continue mon activité professionnelle dans la sûreté en parallèle, et François de Saint-Exupéry, pour le nommer, mon éditeur agent aux éditions Nimrod, me fait rentrer en contact parce qu'il est contacté par différentes personnes et notamment par Studio 89 qui est une filiale boîte de production d'M6 pour une émission qui a été achetée en Angleterre qui s'appelle Lads Army et il voudrait l'adapter en version française. Donc un premier travail d'écriture sur l'émission. Beaucoup de gens ont dit télé-réalité. Oui, je dis télé-réalité parce que c'est la télévision et la réalité. Donc nous, on n'a pas triché là-dessus. Et puis j'ai fait venir pour encadrer avec moi 2 anciens de ma corporation, 2 anciens commandos marines aussi, qui avaient servi avec moi. Et puis une fois l'écriture faite, ils ont voulu que je participe au projet et on a fait ce projet, Garde à vous. Et derrière, on a embrayé sur un autre projet qui s'appelait Le Sens de l'effort aussi. Et toujours derrière, avec une petite idée, on va dire, pour aider la jeunesse et aider les gens, puisque pour Le Sens de l'effort, Studio 89, via M6, était engagé que si les stagiaires allaient jusqu'au bout, ils auraient donc un bilan de compétences et le financement d'une formation de leur choix. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Donc voilà, tous ces projets ont toujours un but bien défini.
Et en parallèle, depuis 15 ans, j'ai une association qui s'appelle Marustine Combat, avec laquelle, voilà, Instagram et Facebook, avec laquelle on fait des stages d'aguerrissement où on va faire sortir les gens de leur zone de confort sur un week-end avec des modules bien précis, du franchissement, éventuellement beaucoup de sports de combat, mais plein d'autres surprises que je ne dévoile pas ici. En fait, je me suis servi de tout ce que j'ai appris au ministère de la Défense pour faire un copier-coller dans le civil, et avec ça, j'aide, je peux aider les gens. En fait, je dis toujours, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a beaucoup de mauvais professeurs. Donc moi, j'ai envie de donner, parce que quand on a quelque chose où on a l'impression, en toute humilité, qu'on possède certaines capacités pour instruire, et ben je le fais, je vais donner aux gens peut-être des clés, ce manque de confiance. Et on s'aperçoit aujourd'hui dans la société actuelle, Internet, je ne vais pas cracher dessus, puisque je m'en sers moi aussi pour les réseaux sociaux, pour promulguer mes activités ou autre chose. Mais à côté de ça, ce qui compte vraiment, c'est le concret, la terre, le réel. Et pendant ces stages d'aguerrissement, ben, les gens retrouvent les vraies valeurs, quoi, la réalité du terrain, puisque c'est le terrain qui commande. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans la présentation. J'ai fait un condensé bien compressé, mais voilà, quoi. En tout cas, on voit que voilà, c'était une vie très très pleine. Et j'aimerais du coup revenir sur ce livre, en fait, où vous dépeignez un peu toute cette vie de votre enfance jusqu'à ce fameux film Force Spéciale. Une petite partie de ma vie, une petite partie, oui. Et la première question, c'est à quel moment vous avez pris l'initiative d'écrire ce livre et voilà, de mettre sur papier tout ce que vous avez vécu? Alors, je suis un hyperactif. Et quand j'ai tourné Force Spéciale, c'était 3 mois de tournage intensif. On est parti, on a tourné, donc il y a eu Paris, il y a eu le Tadjikistan, il y a eu Djibouti, il y a eu Chamonix, toutes les extrêmes au niveau température, altitude. Et le cinéma, qui est un outil que j'apprécie, que j'aime bien, mais par contre c'est très très long, on attend tout le temps, c'est un peu comme à la télévision, quoi. Il faut attendre entre deux scènes, il faut attendre. Voilà, il y a toujours une histoire de temps. Moi, peut-être avec mon passé militaire très à cheval sur le chrono, sur le temps, Tu perds déjà du temps. il fallait que je le mette à profit, quoi. Voilà, j'ai mis à profit et j'ai décidé, c'est comme une espèce de thérapie, hein, faut pas avoir peur des mots, une espèce de thérapie. Moi, l'écriture, ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours soulagé. Je le faisais avant pour moi ou uniquement pour moi. Et pendant ces 3 mois de tournage, je me suis concentré. J'ai dit pourquoi pas écrire une petite partie de ma biographie, puisque c'est vrai que certaines personnes me disent toujours oui, tu as eu un parcours atypique ou vous avez eu un parcours atypique. Ben, j'ai dit pourquoi pas l'écrire. Ça s'est fait comme ça. Donc 3 mois de tournage, j'ai écrit mon livre. Et ce qui est marrant, parce que la vie est comme ça, et à mon retour du film, sans rien demander à personne, j'avais été contacté par deux maisons d'édition, dont François et puis une autre maison d'édition, qui venaient me voir pour essayer de travailler avec moi, pour écrire un projet de livre, et je leur ai dit, mais j'ai quelque chose, voilà, il est là, il est prêt. Et donc ça s'est fait comme ça, quoi, naturellement. Et surtout que c'est un livre qui est assez passionnant, parce que j'ai lu plusieurs livres d'anciens combattants, et c'est vrai que dans le vôtre, au-delà de juste l'aspect descriptif de ce que vous avez vécu, il y a tout un texte en arrière-plan, un peu de rédemption sur votre ancienne vie. Et donc je voulais que vous en parliez un petit peu de cet aspect-là. Ah oui, parce que quand on prend des chemins dans la vie qui ne sont pas les bons, c'était mon cas, je flirtais un peu avec la voyoucratie, j'étais un petit délinquant. En fait, j'avais pas d'objectif, pas de but dans la vie. Et la marine m'a aidé à m'en sortir. Donc c'est vrai que je rends aujourd'hui à la marine tout ce qu'elle m'a apporté, quoi. Et puis je dois tout ça, bon, c'est grâce à vous-même, hein, quand on réalise les choses. Il faut pas être toujours se voiler ou dire merci un tel, tout ça. Mais par contre, on est décideur de ses propres choix. Mais c'est vrai que la marine m'a guidé, m'a mis sur des rails, de mon temps de matelot jusqu'à mon dernier grade où j'ai fini maître principal. J'en ai appris tous les jours. Et c'est une belle école de la vie, et je dis toujours, et je dis dans mon livre, c'est une école où on peut commencer ouvrier et finir président-directeur général si on s'en donne les moyens. Donc c'est une belle école de la vie, je prenais des chemins qui n'étaient pas les bons et qui ne me ressemblaient pas. Et la marine m'a aidé à m'en sortir. Voilà, donc moi je voulais ce livre, c'est vrai, il ressemble à une rédemption, même si elle peut paraître un petit peu démesurée par rapport à ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et chaque passage que je vais écrire dans mon livre, je les écris avec mon âme et ma pensée de l'époque. Et mon âge aussi de l'époque, mon enfance, avec voilà ce que je ressentais, sauf avec des mots d'adultes, hein, parce que c'est beaucoup plus facile à l'exprimer. Mais voilà, je l'ai fait comme ça, dans ce sens-là.
Et vous parlez beaucoup aussi des rencontres que vous avez pu faire. Et certains personnages sont assez marquants et je pense que chaque lecteur aura d'ailleurs son avis là-dessus. Personnellement, j'ai été marqué par deux des rencontres que... Enfin, une en particulier évidemment, c'est celle du policier qui vous a redirigé vers la marine. Déjà, est-ce que vous l'avez revu Jamais. C'est marrant, tous les gens me posent toujours la même question. J'ai jamais revu cette personne. Hein. C'est une garde à vue un peu musclée, avec des gens avant qui m'avaient reçu d'une manière un peu brutale. Hein. Je raconte le détail là-dessus. Et quand je suis tombé sur ce personnage et ce monsieur qui me vouvoyait, qui était très respectueux et qui m'a donné une chance, quoi. À l'époque, il y avait encore le service militaire. Il m'a dit voilà, tu prends un chemin où l'issue ça sera la mort ou la prison si tu continues dans cette voie. Va à la caserne du MUI, va devancer ton appel, et une fois que tu auras devancé l'appel, que tu reviens et tu me confirmes avec un papier que tu as devancé l'appel, il n'y a pas de charges qui seront retenues contre toi, et puis tu t'en vas et tu quittes Marseille. Et ça s'est fait comme ça. Et dans la vie, quelquefois, il faut avoir la présence d'esprit d'écouter, de voir la fenêtre qui s'ouvre et la saisir. Parce qu'on a tous sa chance, sauf quelquefois, on est tellement aveuglé ou on a des œillères, on passe à côté de notre chemin. Il faut être passionné dans la vie. Ça, et à un moment, il faut savoir écouter les gens, c'est important. Et vous parlez également des instructeurs que vous avez eus. Alors vous en parlez de plusieurs. Et déjà pareil, est-ce que du coup, tous ces instructeurs que vous avez eus pendant vos stages, est-ce que vous les avez revus? Est-ce que vous avez eu donc des missions avec eux? Et est-ce que ce lien que vous avez pu créer, alors c'est une sorte de syndrome de Stockholm un peu, mais j'imagine que vous créez des liens pendant ce stage. Alors oui, moi j'ai un instructeur, il y en a deux pour pas les nommer. Enfin, il y a Patrick Carlet que j'ai connu. Hein. Patrick, j'apprécie, je suis toujours en relation avec lui. On échange souvent par texto, mais pas souvent parce que dans notre ancienne corporation, on n'est pas toutes les 2 minutes à se téléphoner. Mais quand on se voit, on est très content de se voir. C'est comme ça que ça fonctionne et puis de temps en temps. Par contre, Patrick Carlet, souvent j'échange avec lui. Il a quitté, il avait monté une grosse société de matériel pour les unités spéciales. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a ce genre de boîte avec son fils, et Denis qui était mon instructeur au stage commando, et voilà, c'est grâce à lui que j'ai avancé. Il faisait preuve d'une intégrité sans faille, il trichait jamais avec lui-même, ça a été mon exemple. Et je l'ai revu quand j'ai été faire une séance de dédicace à Ajaccio en Corse. Je suis rentré dans la librairie pour aller faire ma séance de dédicace, et il y avait quelqu'un qui me tenait la porte avec une grande gabardine un peu style western et un chapeau sur la tête. Et quand il m'a ouvert la porte que je suis passé, j'ai dit merci, il m'a dit mais alors tu me reconnais pas? Et puis c'était lui, quoi. Donc j'étais impossible de le tutoyer, hein. Je le vois parce qu'il y a un énorme respect pour Denis. Et puis il m'a simplement dit j'ai lu ton livre, c'est l'esprit, tu as tout compris, je suis content. Ça suffit, quoi. Il y a deux personnes, quand mon livre est sorti, il est sorti en 2013, ce livre. Je vais vous donner une première, je le donnerai sur votre chaîne en première, je suis en train de travailler sur un deuxième livre. Donc je suis en train de travailler là-dessus, je me suis donné, voilà, c'est une première, personne ne le sait, mais je vous le dis, quoi. Donc je travaille sur un projet, hein, non pas parce que l'écriture me plaît. Et les deux personnes, quand mon livre est sorti, c'est Denis Bisbeau, ces mots m'ont réchauffé, ça me suffisait. Et Léon Gauthier qui est un vétéran, donc des 177 qui ont débarqué, qui est le seul survivant d'ailleurs aujourd'hui, à nos jours, hein, qui a le malheur, mais le seul survivant. Et Léon m'avait téléphoné pour me dire qu'il avait lu mon livre et qu'il s'était régalé. Donc voilà, je veux dire, après tout le reste, quelles que soient les ventes, quelles que soient, je m'en fous complètement. Je suis heureux que ces deux personnes ont pu apprécier ce livre, qui n'est pas un livre militaire, hein, vous l'avez lu, hein, pas un militaire, c'est une petite histoire de ma vie, un récit de ma riche vie, entre guillemets. Et puis voilà, et donc ces deux personnes ayant apprécié mon livre, c'est ma plus grande satisfaction. Alors là, du coup, j'ai deux choses à demander, parce que en effet, vous parlez un peu des retours et que je pense qu'il a été bien reçu. Néanmoins, est-ce que vous avez pu faire face à des haters, comme on les appelle, du fait que voilà, vous parlez de sujets qui sont pas tabous, mais qui sont un peu cachés, qui sont un peu mystérieux, et que les gens veulent pas. Hater, je connais pas ce mot. Hater, c'est ceux sur les réseaux, c'est ceux qui balancent des commentaires haineux sur les réseaux. J'ai une grande chance que j'ai pas trop subi la foudre des haters. Et si j'avais dû la subir, je m'en fous complètement. Je me fous complètement de ça. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, il faut qu'il vienne me voir, quoi. Qu'il vienne me voir, on peut discuter, on peut communiquer tranquillement. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Mais j'ai eu la chance avec François on a fait peut-être toute la France en dédicace. Je connaissais pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la mise en place de cette mécanique, Force Spéciale, qui est un film à l'international,
Donc j'ai connu le cinéma entre guillemets, j'ai survolé la connaissance du cinéma, mais ça m'a permis de voir comment fonctionnait un petit peu le cinéma. Alors on a été jusqu'à Cannes, hein, ce film a été présenté à Cannes, mais pas en officiel, mais en présentation, gros casting, bon passons. Mais j'ai vu ce monde, je l'ai touché un petit peu comme ça. Dans la foulée, la télévision, le monde de la télévision, pour côtoyer un petit peu ce monde-là. J'ai continué à travailler, merci à Alain Felgas qui avait tourné dans le film, qui a une grande école de cascadeurs, qui travaille pour Besson, qui travaille pour ça, et j'ai rebossé avec Alain qui m'a fait travailler sur des films de Marshall ou autre chose en conseiller tactique, et c'est bien sympathique. Et après, le monde de l'édition et du livre. Alors, avec François, on a fait le tour de la France avec ce livre, et ça, c'est riche. Parce que vous avez en face de vous des gens qui ont lu votre ouvrage, et avec qui vous échangez. Et ce qui est marrant, c'est de voir, les gens sont tellement tous différents. Qu'est-ce qui a plu à telle personne? Qu'est-ce qui a plu à cette dame d'un certain âge? Qu'est-ce qui a plu à ce jeune homme? Qu'est-ce qui a plu à ce monsieur? Et ce qui m'a surtout fait énormément plaisir, c'est de redonner à quelques jeunes qui n'étaient pas du tout attirés par les livres, eh ben, le goût de lire et de s'attacher à une histoire et de lire une histoire. Et ça, j'ai trouvé ça super. Donc l'édition, c'est vraiment quelque chose, quand vous faites un livre et que vous avez la chance d'échanger avec les gens, c'est formidable. Voilà. Donc avec François, on travaille sur des projets. Je vous ai dit un projet de deuxième livre, et surtout on travaille sur quelque chose qui me touche vraiment à cœur. On va sortir une bande dessinée qui doit sortir sous peu. On a créé, puisque j'ai la propriété intellectuelle de Motivex et Moraline. Je prends un petit coup de Moraline tout à l'heure, j'ai adressé à la Moraline. Motivex, ça marche bien. 3 sucés de Moraline. Donc j'en ai la propriété intellectuelle. François m'a dit de faire ça à l'époque, hein, je le dis. Et on va sortir une bande dessinée prochainement. On a travaillé avec un jeune dessinateur, et ça devrait arriver sous peu à la portée du public, avec une bande dessinée et dont le titre est Motivex et Moraline. Voilà. Et alors en effet, vous étiez assez connu pour vos punchlines. Ouais, va chercher la foi au fond. Chercher la foi au fond. Va chercher au fond la foi. Une formule choc pour provoquer une réaction, pour que le stagiaire se surpasse. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé? Oui. D'accord, tu vas passer. Dans ça c'est les trucs. Moi c'est comment c'est les punchlines. Ouais, punchlines. Il y a des mots que je maîtrise pas. Hein. Je me sers des réseaux sociaux vraiment pour diffuser ou autre chose, mais je suis pas un spécialiste de ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet là, vous êtes sur Instagram pour vos stages d'aguerrissement, et je trouve que c'est assez intéressant parce que en ce moment, il y a un engouement qui s'est créé dernièrement sur les anciens soldats et les anciens des forces spéciales principalement, parce que d'autres ont suivi en fait votre exemple. Parce que votre livre il est sorti en 2013, il me semble. C'est ça, oui. Et il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis. Donc dernièrement, il y a Louis Saillant qui a sorti un livre chef de guerre, il y a Hatton, Philippe B, ancien du GIGN. J'ai fait une séance dédicace avec lui à plan de campagne. Alex Franchesses qui n'a pas encore sorti de livre, mais qui en tout cas est sur Instagram et est très présent. Et il y a une espèce de hype, nouveau mot américain qu'on utilise vraiment, qui s'est créé autour des anciens soldats. Et c'est vrai que il y a un gros succès et vous étiez un peu le précurseur. Est-ce que vous l'avez remarqué? Comment vous le ressentez ça? Non, moi j'ai pas envie d'avoir d'étiquette là-dessus, précurseur ou pas. J'ai fait ça, je fais tout à je m'appelle le mercenaire de l'audiovisuel et le mercenaire de l'écriture. J'ai un bon copain à moi, Arthur Hoffner, qui en est à son... Arthur, tu m'excuseras si je me plante, 7e roman, je crois, 7e ou 6e roman. Arthur qui a écrit, il a créé un personnage qui s'appelle Jacques Mandrier, et il en est à son 7e roman, Arthur. Et puis voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une étiquette d'ancien des forces spéciales ou d'ancien militaire qu'on n'aurait pas le droit ou l'envie de dire les choses. Moi, je l'ai fait ce livre dans une idée vraiment de psychanalyse pour moi-même, c'était la mienne, j'avais envie de la mettre. Après, c'est sûr que tout ce que j'ai donné au public, une petite partie de ma vie, parce que je me suis dit si ça peut aider les gens dans leurs doutes ou dans leur envie d'avancer, voilà. Mais je me sens pas le fer de lance ou le meneur de cette affaire-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a une chose qu'il faut se dire dans la vie, il faut pas faire ça pour courir après le succès, la notoriété ou la partie matérielle. C'est pas la bonne chose. Faites ce que vous avez envie de faire, soyez passionné, et puis après, si ça doit marcher, ça marchera. Mais voilà, mais en tout cas, il ne faut pas focaliser. Chacun a la liberté de voir ça. Vous parlez de Louis Saillant, je ne l'ai pas connu d'active, hein, je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un, parce que les gens m'envoient, moi souvent, les gens m'envoient des vidéos. Et sur une interview, on m'a envoyé où il dit qu'il est rentré un petit peu dans la marine, parce qu'il avait vu un reportage avec Marius, qui était charismatique, tout ça, et que ça l'avait quand même. Donc je suis indirectement
quand ça sert la bonne cause et que ça provoque chez les gens quelque chose, un déclic, parce que c'est comme le monde professionnel du rugby ou du foot ou des sports de combat, c'est beaucoup de postulants pour très peu d'élus. Donc si vous donnez une étincelle ou une étoile à quelqu'un et qu'après il va jusqu'au bout de son objectif et qu'il réussit et qu'il s'auto-satisfait, bah pour moi c'est une belle victoire, je la savoure. Et je dis voilà, je suis content, je me satisfais de ces choses-là, du bonheur des autres par rapport à ce que je vais donner. Et c'est là où l'interprétation doit se faire. Les gens, ils s'imaginent, parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube ou ils ont vu un Insta ou j'en sais rien, que c'est facile. C'est pas facile, c'est de la souffrance physique, c'est de la souffrance mentale. Mais après, on se donne, on prend tellement plaisir à être passionné qu'on peut réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire si on s'en donne les moyens, quoi. Voilà, c'est la valeur des choses. Alors si effectivement j'ai pu créer des vocations où j'ai pu donner à des personnes envie de s'engager dans la marine nationale, quelle que soit leur spécialité, ou même l'armée en général, air, terre, ben, tant mieux, je veux dire, c'est très bien, j'en suis satisfait, je suis content, en espérant que les gens soient épanouis, qu'ils soient heureux de ça et qu'ils en profitent au maximum. Très bien. Et alors, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez sur la passion et sur la souffrance et la résilience que vous avez pu faire preuve pendant votre carrière. Et il y a une question qui me taraudait et je pense que tout le monde se la pose, mais qu'est-ce qui vous faisait avancer, que ce soit pendant ce stage commando et pendant vos missions? Parce que vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui vous fait que vous ne perdez pas pied et que vous Parce que chacun a son os à ronger. On parlait de rédemption. Moi, je voulais vraiment m'acheter une autre conduite. Je voulais qu'on me regarde autrement. Ma détermination et ma volonté, elle était que j'ai un parcours scolaire qui est assez minable, alors que j'avais d'énormes facultés. Je dis toujours de bons élèves mais de mauvais professeurs, jamais mis en valeur, toujours un peu le cancre et tout ça. Je trouvais ça, voilà. J'avais une espèce de revanchard sur la vie, des circonstances aussi personnelles avec la mort de mon père en 84. Voilà, je me sentais coupable de pas avoir de pas l'avoir pris à la juste mesure, une histoire de graduation, parce qu'on est jeune, on pense plus, on est égoïste, on est plus concentré sur la fiesta. Moi j'étais plus, comme je le disais précédemment, attiré par la voyoucratie, on fait pas attention à ces choses-là, et après on le paye parce qu'on dit on a manqué beaucoup de choses, dans le dialogue, dans l'envie de communiquer. Moi j'aurais aimé, bon j'imagine que là-haut il a vu tout ça, mais j'aurais aimé en ce temps-là prendre plus de temps avec lui, en sachant qu'éventuellement c'était la fin, mais on le sait pas ça, on peut pas le deviner. Mais voilà, donc toutes ces blessures, au lieu qu'elles m'affaiblissent, elles m'ont rendu plus forte, elles m'ont rendu plus forte pour avancer. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui pouvait, entre guillemets, je dis m'atteindre, parce que j'avais eu cette souffrance, je me suis servi de tous ces aspects négatifs pour avancer, pour aller vers la lumière et me faire plaisir. Je crois que moi, ma détermination, elle vient de là par rapport à mon parcours personnel. Et vous parlez souvent de la jeunesse, que ce soit dans les interviews ou un peu dans le livre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux jeunes un peu désemparés qu'on peut voir un peu partout, hein. Il y en a en France, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus, que ce soit au niveau scolaire, académique ou même professionnel. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Je me dis qu'il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société qui a, comme Internet, qui a évolué à la vitesse de l'éclair, et puis les gens s'imaginent qu'ils n'ont plus envie de se faire mal. Donc c'est la vraie difficulté, c'est pas une critique, hein. Ils ne sont pas tous fautifs de ça. On est des générations, nous les parents, où il y avait du travail à notre époque, c'était beaucoup plus facile, hein. Je le disais précédemment, j'en parlais encore hier soir. Vous travailliez comme manutentionnaire dans un endroit, ça vous plaisait pas, vous faisiez 200 mètres, on pouvait vous embaucher de l'autre côté. Donc déjà, le travail, la société a évolué là-dessus, tout va très vite. Et le manque de passion, quoi. Il faut essayer de passionner les gens. Et les gens, ils s'imaginent malheureusement avec des mauvais exemples, hein. L'exemple est le meilleur moyen d'influence. Alors vous allez regarder maintenant des émissions qui sont à la télé où vous donnez à de la jeunesse un espèce de miroir aux alouettes avec des belles maisons, des belles voitures, à rien foutre toute la journée et gagner beaucoup d'argent. Mais la vie c'est pas ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, je critique pas. Mais la vie, c'est pas ça. Il faut aller au charbon. C'est comme au rugby, hein. Si vous rentrez sur le stade et que vous ramassez les fleurs ou les pâquerettes, vous n'allez pas avancer, quoi. Je veux dire, il faut aller au carton, quoi. Il faut aller dans l'arène. Alors je dis oui. C'est sûr qu'au départ, hein, peut-être que je gagnerai pas beaucoup d'argent, je serai passionné par mon travail, mais par contre il faut avoir une philosophie d'honnêteté pour soi-même et ça va refléter tout seul pour les autres. Donc il faut se donner les moyens d'y arriver. Et je suis un partisan de ça. La jeunesse, tant qu'elle n'a pas ce déclic, tant qu'elle n'a pas cet éclair ou elle n'a pas cette étincelle, alors que ça soit l'armée, que ça soit boulanger, que ça soit plombier, que ça soit carreleur, que ça soit médecin, il faut rentrer par passion et détermination. Je crois qu'aujourd'hui les objectifs ont changé.
les gens vont vouloir de suite le côté matériel ou le côté financier parce que trop centré sur l'extérieur et pas assez sur eux-mêmes. Se dire, ok, ce que je fais c'est pour moi. Chaque fois que je gagne quelque chose ou j'ai une victoire, je la savoure et elle me permet d'avancer. Et il n'y a pas de sous-métier, quoi. Il faut se faire plaisir, quoi. Et là, on a perdu ce goût-là avec la société. C'est malheureux parce qu'à côté, on nous vend tellement de choses qui sont éphémères ou pas réelles que les gens perdent pied avec la réalité. C'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais je dis que quand on veut, on est capable de le faire, quoi. Mais il faut se donner les moyens. Très bien. Et lorsque vous parlez de passion, on voit que pour vous avancer, c'est aller quand même chercher cette passion, ou en tout cas avoir une passion permet en tout cas d'avancer et d'évoluer. Est-ce que vous, après vos 22 années à la Marine nationale, vous avez réussi à garder une passion pour ce que vous faisiez? Ah, moi je suis un passionné, moi, tout ce que je fais. Moi je prends un livre sur l'étagère. J'ai pris ma jeunesse, c'est mon livre. J'ai pris ma Marine nationale, j'ai pris ma vie civile. Et j'ai encore plein de projets dans mes tiroirs et j'avance comme ça, j'avance qu'à la passion. Oui, j'avance qu'à la passion. Je suis la chance quand on est honnête avec soi-même, c'est qu'on avance qu'à la passion. Quels que soient les accidents ou les incidents de parcours que vous pouvez avoir, eh ben, je continue à avancer avec la passion. Et quand on ne triche pas avec ça, eh ben, le reste se fait tout seul, s'imbrique tout seul. On est tous concernés par ça, on a tous des problèmes, on est tous humains, quoi. Et ce qu'il faut savoir, et ce que les gens oublient, c'est qu'on est tous différents. Donc les gens ils s'imaginent, il n'y a pas de moule, hein. On est tous différents, tous avec sa manière de penser, tous avec sa manière de faire. Mais après, voilà, moi je suis un être passionné. Je suis passionné par ce que je fais. Vous êtes allé sur des théâtres d'opération et vous avez vécu des choses assez dangereuses et vous avez eu en face de vous d'autres hommes. Et moi je me suis toujours posé la question, comment vous faites pour ne pas vous laisser envahir par vos émotions et par de la haine par exemple quand vous êtes devant quelqu'un et que la mort est à côté, quoi. Mais après, aujourd'hui, encore à mon époque, je pense qu'aujourd'hui, le pire, c'est moi j'ai quitté pratiquement où l'Afghanistan était en plein essor, on va dire, c'était à peu près ça. Derrière, il y a eu le Mali, où il y a eu beaucoup plus, je veux dire, les jeunes de maintenant. Et le ministère de la Défense a bien fait les choses, c'est qu'aujourd'hui, il existe des sas de décompression, il existe des cellules avec des psys qui permettent d'aider les gens. Mais là, quand on parlait de passion ou de métier, c'est ça au départ. Déjà, celui qui vous dira qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. La peur fait partie de tout le monde, hein, que ce soit la peur pendant votre instruction, votre formation, vous n'êtes pas à l'abri de vous blesser, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un accident et toute votre carrière est mise de côté. Quand vous êtes en opérationnel, ben, vous n'êtes pas à l'abri non plus de ça. Mais par contre, dans le cursus de la Marine nationale et dans toutes les unités qui sont non conventionnelles, vous êtes éduqué dans ce moule-là en disant, ben voilà, l'assureur il aura son stylo, ben, le militaire il a une arme. Donc une arme elle n'est pas faite pour compter fleurette, hein. Si demain vous devez utiliser une arme, vous utiliserez votre arme et vous entraînez pour ça. Mais au-delà de tout ça, souvent l'amalgame qui est fait, c'est que le militaire, et je vais être un peu fort dans mes mots, le militaire est un alcoolique et un raciste. C'est souvent ça. Non mais c'est vrai, c'est le malheur. Alors que c'est l'endroit, que ce soit terre, mer ou air, on trouve beaucoup plus de personnes différentes et c'est une population totalement cosmopolite où on trouve toutes les origines. Mais par contre, là où il y a une chose qui diffère par rapport au monde civil, c'est qu'on fédère tous pour la même passion et tous pour le même objectif. Donc il y a que le gars il soit black, qu'il soit d'origine asiatique, on s'en fout complètement. Il appartient à quelque chose. Il y a une notion de culture d'entreprise, une notion d'appartenance et l'esprit. L'esprit est la chose la plus dure, on ne fait pas de différence. Et quand vous arrivez, en fait, la vraie difficulté pour un militaire quand il va quitter l'institution, c'est qu'il est tellement dans un cocon, bien loti et bien doré, que quand il arrive dans le monde civil, il a beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui quittent l'institution, préparez-vous. Une préparation, c'est 1 an à l'avance. Parce que quand vous allez arriver dans le civil, vous allez prendre une grosse gifle sur le côté. Ça va vous perturber parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi la réaction ou le comportement de certaines personnes, ou des fois derrière il n'y a rien. Il n'y a pas, c'est comme ça. C'est quelquefois vicieux, hypocrite, mais sans compréhension. Et à l'armée, c'est une grosse différence, vous ne l'avez pas. Si c'est bien, on vous valorise. Si c'est mal, on vous le dit. On ne triche pas. Et ça, c'est la base de tout. Quand vous avez compris ça, ben, tout fonctionne dans le meilleur des mondes. Donc vous allez toujours avancer pour vous satisfaire à vous, pour votre évolution, qu'elle soit physique ou intellectuelle ou progressive, pour vos statuts et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà. Mais dans le civil, on manque un peu de repères là-dessus. Les gens n'osent plus, les gens sont toujours politiquement corrects ou autre chose. Et donc quelqu'un qui sort, s'il n'est pas préparé, il a du mal au départ.
il se retrouve un peu confronté à ça et il prend une grosse claque. Il y a de l'accompagnement ou pas? Aujourd'hui, oui, les bureaux de reconversion, il y a des aides là-dessus, il y a beaucoup. Et puis, de plus en plus d'anciens militaires témoignent. Il y a un site qui a été créé par un ancien aspirant commando qui s'appelle Pépite et qui met justement au goût du jour tous des anciens militaires qui témoignent sur leur parcours dans le civil et pour aider ceux qui ont déjà une projection ou l'idée de quitter l'institution pour les aider dans leur future démarche, quoi. Alors Pépite a créé ça, c'est super sympa. Moi je suis intervenu pour Pépite, un peu comme j'interviens avec vous aujourd'hui. J'ai Stéphane Meunier qui est un ancien nageur qui a un groupe de formation sur tout ce qui touche la sécurité, tout ce qui s'ensuit, s'appelle Groupe 9 dans le Var. Et Stéphane a fait aussi une interview sur Pépite. Il y a aussi un ancien nageur qui est aujourd'hui cadre responsable, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est les photocopieuses ou la poste, quelque chose comme ça, et qui a témoigné aussi là-dedans dans Pépite, quoi. Voilà, donc nous, les militaires et les unités non conventionnelles, on se sert de ce qu'on appelle les rétex, retours d'expérience. Et ce qu'on a adapté dans le militaire, on l'a adapté dans le civil. Beaucoup d'anciens se sont mis sur la communication, sur des choses comme ça, et puis ils font vivre le retour d'expérience de ceux qui sont déjà... Moi, vous imaginez, j'ai quitté en 2006, donc on est en 2022, vous voyez, j'ai de quoi étoffer ou de quoi donner à ceux qui ont déjà une idée de quitter. Voilà, donc ça aide, et puis ça permet aux gens de se préparer inconsciemment. Eh bien Marius, la vidéo prend fin. D'accord. J'aurai encore 1000 questions à vous poser. Ah, une prochaine fois, quoi. Je referai une prochaine, il n'y a pas de souci. Ouais. Avec grand plaisir. D'accord. Alors déjà, je voulais vous remercier infiniment. Merci à vous, pour accepter. Et je voulais savoir donc, comment on peut participer par exemple à vos stages d'aguerrissement pour Phase de bouquin. Marius Team Combat, c'est le site officiel. On envoie un message privé. J'ai un service administratif qui s'occupe de répondre et de donner toutes les modalités. Très bien. Et pour acheter votre livre? Partout, je pense. Ouais, je vais pas faire de promo commerciale. C'est toujours. Non, Parcours Commando aux éditions Nimrod, hein, voilà. Et puis vous le trouvez de partout, la Fnac, Cultura. Il faut en citer 3, non, à chaque fois. Fnac, Cultura et librairie de petits villages ou grandes villes, pas de souci, quoi. D'accord. Voilà. Et ben voilà, chers abonnés, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie encore Marius d'avoir accepté de participer au CAP. En tout cas, il a fait 22 ans dans la Marine nationale, dans les Bérets Verts. Ensuite, il a fait de la télé, du cinéma. Aujourd'hui, il organise des stages d'aguerrissement pour les jeunes et les moins jeunes. Et vous, cap ou pas cap?